Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour un nouveau live. Donc ce soir, on va parler de liberté financière. Pour ça, on va accueillir Anthony. On va accueillir Anthony qui va nous parler justement de la stratégie à mettre en place pour pouvoir justement mettre en place toutes les bonnes bases pour accéder à la liberté financière. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ce soir pour ce live sur la liberté financière parce que je pense que c'est vraiment une thématique qui intéresse tout le monde en fait, le plus grand nombre. Ça me Merci à paraît toi pour être, ça. c'est ça, une thématique vraiment d'éducation financière hyper importante. Et donc, je suis ravie de t'accueillir sur cette thématique parce que tu vas nous en parler un petit peu, mais toi, tu as un domaine d'expertise qui est assez varié, d'investissement sur l'immobilier, sur la bourse, voilà, sur la liberté financière un peu plus large. Mais ce que je te propose peut-être dans un premier temps, c'est de te présenter, de nous dire ce que tu fais aujourd'hui et voilà un petit peu quel est ton parcours Ok. et pourquoi tu en es venu à aborder cette thématique de liberté financière. Alors du coup, moi c'est Anthony, j'ai 37 ans depuis le début du mois de décembre. Ça fait quelques temps que j'ai 37 ans. Et en fait, je suis salarié dans le domaine, dans le secteur public depuis 2007. Donc ça fait un peu plus de 14 ans. Et en fait, depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé, alors pas forcément par l'argent, mais déjà de manipuler les chiffres et essayer un petit peu de comprendre comment dire, comment gagner de l'argent en fait, mais surtout augmenter ses compétences pour vraiment essayer de rassasier cette soif d'apprendre parce que après ça dépend de chaque personne, mais moi je sais que j'ai toujours une Mm. volonté d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que là, si on reprend le parcours dans le domaine de l'immobilier, j'ai acheté mon premier appartement en 2010. Donc c'était sur plan à l'époque, donc du neuf. Et D'accord. clairement, c'était une erreur à ce moment-là. Mais j'avais déjà cette volonté de démarrer. Alors après, comme je le dis souvent, il vaut mieux de temps en temps faire des erreurs en essayant de ne pas reproduire deux fois la même. Mais c'est toujours mieux de se lancer, quitte à faire une petite erreur sans qu'il y ait trop de conséquences, plutôt que de rester, pour imaginer un petit peu la chose, de rester dans les tribunes et Mm. se rendre compte au bout d'un certain nombre d'années que pendant ce temps-là, des gens ont réussi à passer à l'action et ont rencontré du succès. Parce que moi, clairement, ce que je veux pas, c'est finir avec des regrets. Donc, Mm. c'est ce qui me pousse en fait souvent à vraiment passer à l'action. Alors après, dans le domaine de la bourse, ça fait depuis 2015 en fait que j'ai commencé à investir avec D'accord. également des erreurs au début, hein. C'est d'ailleurs pour rebondir sur une vidéo que j'ai tournée tout à l'heure et qui sera en ligne bientôt sur ma chaîne YouTube. Je prends l'exemple de ma toute première action que j'avais achetée en 2015 et qui m'a vraiment bloqué pendant un certain nombre d'années parce que j'avais mis de l'argent dessus et ça m'a empêché finalement de saisir d'autres opportunités. Et comme je le disais, en fait, il faut apprendre de ses erreurs, mais ce qui est encore mieux, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Donc c'est vrai que, Mm. que ce soit ce que tu proposes sur Instagram et même sur YouTube, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que le fait d'avoir des gens en face qui ont une expertise, ça nous permet d'acquérir des connaissances et d'effectivement éviter certaines erreurs. C'est toujours mieux de Mm. même pas en commettre. Donc ça, c'est mon Mieux parcours vaut après. fait que parfait, hein. Après le dicton, je pense C'est que tu as ça, tout à fait raison. Dans c'est ça, ouais. l'apprentissage, on fait tous des erreurs et de toute façon, il faut passer à l'action. Et parfois aussi, c'est en faisant ces erreurs que l'on apprend. Mais effectivement, tu as raison, hein. Déjà, si on peut s'inspirer des personnes qui l'ont fait, on peut éviter quand même certaines erreurs qui peuvent être assez importantes. Ouais. Voilà, ouais. Et c'est vrai que pour après rebondir sur plutôt le côté création de contenu, parce que moi j'ai démarré une chaîne YouTube en 2020, au milieu de l'année 2020, ça fait déjà un moment que j'avais cette idée, mais voilà, on a toujours plein de projets en tête, il faut aussi pas non plus se disperser parce que ça peut être contre-productif. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment la volonté de partager mon parcours en fait sans prétention, parce que de toute façon, on est toujours en train d'apprendre, hein. Moi, j'ai Mm. 37 ans, mais je sais que je connais peut-être un petit peu plus que certaines personnes, mais il y en a d'autres qui connaissent beaucoup plus que moi. Et j'aime bien avoir cette volonté du coup, de rester le plus possible humble dans le domaine de l'acquisition de connaissances, parce que c'est ce qui nous pousse finalement à rester prudent, ne pas prendre des décisions à la va-vite, et de comprendre qu'on est toujours dans cette volonté d'apprendre, en fait. D'apprendre, de grandir. Donc en fait, c'est ça, ta chaîne, au départ,
tu l'as simplement monté un peu vraiment pour partager ton expérience, pour partager tes différents apprentissages, peut-être tes lectures, C'est ça. tes premières expériences. Alors, je vais vraiment être tout à fait honnête. En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est pour partager ces connaissances-là. Et pour rebondir sur le domaine du marketing, j'avais acheté plusieurs formations. Et en fait, j'étais arrivé à un stade où j'ai un peu saturé du marketing parce que peut-être qu'à un moment donné, j'aurais eu la volonté de vendre quelque chose. Pour l'instant, j'ai rien à vendre sur ma chaîne parce que c'est pas quelque chose qui me parle pour l'instant. J'ai pas envie de rentrer dans cette logique-là. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui vendent des choses sont forcément des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Mais j'avais vraiment juste cette volonté pour rebondir sur une lecture que j'avais faite. Je sais pas si tu connais, c'est un auteur qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Et, euh, et c'était le livre Casser la baraque. Et ça faisait déjà un moment que j'avais cette volonté de créer une chaîne YouTube. Je reportais un petit peu le passage Mm. à l'acte. Et il expliquait qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de se lancer Mm. parce que au fur et à mesure, on va s'améliorer, que ce soit juste dans le Ouais. tournage des vidéos, parce au début, on va faire des vidéos on ne sera pas satisfait. Et Ouais. c'est vrai que des fois, 6 mois après, à force d'avoir tourné des vidéos, on va se rendre compte du chemin parcouru en même temps que les gens vont aussi voir les progrès qu'on a fait. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a poussé à passer à l'action. D'accord. Gary Vee qui t'a fait poussé à... C'est Donc, si ça, vous ne le connaissez pas, effectivement, c'est un Américain. C'est le numéro un en marketing, en fait, hein. C'est la personne la plus connue aux États-Unis qui a c'est une ça, communauté bon, exceptionnelle, énorme. Et il partage tout un tas de conseils. Et son premier conseil, c'est toujours allez-y, passez à l'action, faites du contenu, allez-y, en fait, lancez-vous. c'est ça. Donc, et tu as suivi ses conseils. Voilà, ça m'a donné le coup de pied aux fesses qu'il fallait pour passer à l'acte. Donc, voilà. Ok, ok, bon, ben super, super. Et après, donc, pourquoi la liberté financière? Est-ce que voilà, ta chaîne ou tes contenus, tu axes tout sur cette thématique en fait? C'est autour de différents piliers? Comment tu organises un petit peu les choses? Ou est-ce que tu as vraiment une spécialité ou une dominante en fait dans le contenu que tu produis? Alors moi, on va dire que j'ai d'abord commencé par l'immobilier, comme je t'expliquais tout à l'heure, avec Ouais, ce premier achat en 2010 qui était pour y habiter. Et après, j'avais déjà la volonté de mettre en location le jour où je changerais de logement. Et d'accord. donc ça, on va dire que c'est plutôt le domaine que je maîtrisais à la base, même si, comme je disais, on a toujours Hmm, une soif d'apprendre. Après, effectivement, il y a la bourse qui s'est rajoutée parce que je voulais vraiment diversifier et ne pas me centrer sur un pilier d'enrichissement. Et d'accord. après, il y a eu aussi la création de business parce qu'il y a quelques années, j'avais un site internet et je faisais du coaching sportif à domicile à l'époque. Donc, j'avais aussi un blog sur internet avec une vente de programmes. Et vraiment, ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui touche au mental, en fait. Parce que je trouve que c'est vraiment ce qui chapeaute un petit peu l'ensemble. Parce que on se rend compte à quel point il faut savoir gérer ses émotions, il faut savoir Hmm, faire preuve de persévérance, il faut savoir se construire une confiance en soi qui nous pousse à vraiment entreprendre. Parce qu'il y a énormément de personnes qui finalement ne passent même jamais à l'action, comme on l'expliquait tout à l'heure, hmm. ou alors qui passent à l'action mais qui abandonnent rapidement parce que dès le premier échec, on a l'impression que voilà, j'y arriverai jamais, je sais que j'aurais pas dû me lancer là-dedans. Et c'est vraiment un domaine, c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, j'essaie de varier un petit peu les sujets pour montrer que, certes, il y a des connaissances à acquérir, mais au-delà de ça, il y a une vraie compétence en termes d'esprit, d'état d'esprit à avoir. Et ça, c'est peut-être un petit peu aussi j'allais dire la formation. C'est un peu un grand mot, mais l'esprit d'Anthony Robbins, parce que j'avais assisté à un séminaire en 2010 à Rome. Et, D'accord. euh, et clairement, ça m'a mis une claque. Même si, voilà, comme j'ai déjà expliqué, il y a aussi des choses à prendre avec des pincettes parce qu'il faut faire attention. Mais c'est clairement quelque chose qui m'a boosté encore plus et qui me sert D'accord. encore aujourd'hui, hein. Plus de 10 ans après, j'ai des connaissances acquises à cette époque-là qui me servent encore, surtout dans le domaine de cet état d'esprit. D'accord, ok. Donc ça fait vraiment de nombreuses années que tu te formes, parce que là, c'est quoi? Tu es allé à un séminaire il y a 10 ans. C'est D'accord. ça, Ok. C'est un séminaire qui existe toujours, là? C'est son séminaire où on marche sur le feu. c'est ça, tout à fait, D'accord. tout à Ok. fait. Ok. Donc j'ai marché sur le feu. Ah, d'accord. J'en ai beaucoup entendu parler, en tout cas, ok, de son événement, mais d'accord. Ok. Non, Et très pour, intéressant. rapidement rebondir sur ce que je viens de Mm. dire, il y a aussi depuis quelques années, alors c'est pas forcément quelqu'un de très très connu, mais c'est un Américain qui s'appelle David Goggins et qui est une personne qui fait beaucoup d'ultra-marathon, qui a fait des grosses performances sportives
et qui est beaucoup axé sur cette capacité à prendre le contrôle sur son cerveau pour pas se faire contrôler par son esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle parce qu'on se rend compte que il y a pas pire juge que nous-mêmes, en fait. Il y a pas pire Mm. juge que ce qu'on pense dans sa tête. Et c'est ce qui explique pourquoi autant de personnes, finalement, finissent avec des regrets, peu importe le domaine, hein, parce que là, on parle plutôt du domaine financier, mais il y a aussi d'autres domaines dans lesquels on peut avoir des regrets. Et ça, comme je disais, c'est clairement tout ce que je veux éviter. Donc, effectivement, ça fait déjà plus de 10 ans que je me forme et je continue à le Mm. faire. Oui, puis en plus, cette thématique, on va dire, c'est une thématique vraiment de long terme, la liberté financière, parce que bon, après, on va en parler effectivement des différents piliers, mais c'est pas quelque chose que l'on met en place en un an. Voilà, on peut pas Non. dire que Ouais, euh, il y a déjà il y a effectivement plusieurs piliers. Après, il y a des choses qui peuvent aller plus ou moins vite si on avance bien, peut-être dans son business, par exemple, les choses peuvent aller assez vite, mais par exemple, l'immobilier ou la bourse, on est plutôt déjà sur vraiment des vraies stratégies, un socle à mettre en place qui est plutôt sur du long terme. c'est ça, Mm. tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut déjà avoir cette capacité de justement visualiser cette durée parce que on est, je pense, dans une société de court terme où on nous Oui. pousse de plus en plus à Mm. avoir cette immédiateté et qui finalement nous pousse à abandonner rapidement parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas les Mm. résultats qu'on espérait, alors que ça fait peut-être que 6 mois qu'on est lancé dans un domaine. Et ça se retrouve vraiment partout, hein, parce que si je prends Mm. même le domaine du sport, j'en parle régulièrement avec des amis en salle de sport qui voient arriver beaucoup de personnes, des jeunes, qui veulent avoir tout de suite des résultats en poussant 3 fois la barre Mm. en salle. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui finalement fait une grosse différence entre les personnes qui vont avoir cet esprit de persévérance et de vraiment viser la durée, en fait, et des autres Mm. personnes qui vont plutôt avoir tendance à abandonner rapidement. Oui, qui vont être vraiment sur le court terme, qui essayent quelque chose et après bah, qui passent à autre chose. C'est ça. Et voilà. Ok, super. Déjà, alors, est-ce que tu pourrais un petit peu nous définir ce qu'est pour toi la liberté financière? Après, c'est aussi une notion, bah, j'imagine, assez personnelle, mais de toute façon, la liberté financière pour un tel ou pour un tel, en fonction de son niveau de vie, ça ne sera C'est pas ça. les mêmes, tout à fait les mêmes montants. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette notion? Eh ben, tu l'as très bien dit, hein, c'est déjà une définition qui est très personnelle. C'est lié aussi aux objectifs qu'on a dans la vie, aux coûts qu'on a aussi au quotidien, qu'est-ce qu'on a comme dépenses contraintes. Donc c'est vraiment déjà être capable de faire un calcul sur de combien j'ai besoin pour vivre et Oui. essayer de voir comment générer cet argent-là sans reposer uniquement sur son salaire si on est salarié. Et vraiment pour préciser cette notion de liberté, parce que j'y pensais tout à l'heure, justement en réfléchissant à cette interview, je me disais, c'est aussi comprendre que finalement, en tout cas c'est ma vision des choses, la liberté existe, mais plus ou moins, c'est-à-dire que on sera toujours dépendant de quelque chose, c'est-à-dire que même si on génère des revenus locatifs, même si on génère des revenus dans le domaine de la bourse de par des dividendes, on est Mm. forcément dépendant d'autres facteurs qui explique que même si on a mis en base enfin, on a mis en place une bonne structure, Mm. c'est quand même quelque chose qu'on ne peut jamais maîtriser à 100%. Et par rapport à ça, il y avait un livre qui s'appelle L'argent d'Anthony Robbins. Et il explique très bien en fait cette nécessité de faire des calculs en fait jusqu'à vraiment décortiquer ce qu'on souhaite avoir dans la vie. Donc à la fois les dépenses contraintes, mais également ce dont on a besoin pour les loisirs ou pour ses projets de vie, hein, ça peut être des voyages, ça peut être énormément de choses. Donc c'est vraiment faire ce montant, ce calcul-là, et se dire comment je vais faire pour obtenir ce montant-là sans nécessairement compter que sur mon salaire. Donc bah, c'est tout ce qu'on explique, hein, Mm. l'immobilier, la bourse, la création de business. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est qu'on est quand même toujours dépendant de quelque chose. Parce que si on reprend le domaine de l'immobilier, on oublie trop souvent que si on met des appartements en location, sans ses locataires, on n'est rien, parce qu'un appartement vide ne sert pas à grand-chose, Mm. comme une société sans ses clients n'est rien, comme un artiste sans ses fans n'est rien du tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de garder en tête. Oui, oui, c'est toujours interdépendant et effectivement, on ne peut pas tout maîtriser. Après, c'est justement aussi l'intérêt d'avoir justement plusieurs piliers au niveau de cette liberté financière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si par exemple on a une activité où on n'exerce plus forcément, on n'est plus forcément opérationnel, mais qui rapporte une rente, Ouais. ne pas tout miser sur ça en fait, parce que le jour où il y a un problème, ben, on n'a plus rien, on se retrouve avec zéro du jour au lendemain, en fait, concrètement. C'est exactement ça, hein, parce Mm. que
c'est aussi dans le domaine de l'immobilier, c'est peut-être ne pas tout miser dans le même secteur, c'est peut-être ne Ouais. pas tout miser sur le même mode d'exploitation. C'est des choses à prendre en compte parce que si je prends un exemple, j'en parle régulièrement en ce moment sur ma chaîne parce que le domaine de la colocation, ça a clairement évolué Mm. sur ces dernières années. Alors après, voilà, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui en ont parlé. Alors après, on va pas débattre sur si c'est bien ou pas bien, mais Mm. c'est des choses à anticiper, c'est des choses à prendre en compte au moment où on décide d'investir dans ce domaine-là, dans ce mode Mm. d'exploitation, de se dire si jamais un jour ça se retourne, ça marche moins bien, est-ce que j'ai une solution de repli? Donc ça, Ouais. c'est mon côté un petit peu prévoyant et d'essayer de toujours chercher des plans B, des plans C pour pas me retrouver du jour au lendemain sans aucune solution parce que Mm. en plus aujourd'hui j'ai une compagne, j'ai un enfant, donc là c'est pas non plus les mêmes décisions à Ouais. prendre parce que quand on est tout seul peut-être qu'on peut se permettre certains risques, mais là c'est plus du tout la même chose. Donc c'est vrai que ce côté prévoyant c'est vraiment quelque chose que je recommande d'avoir, ce qui ne veut pas dire comment dire d'être moins ambitieux, mais toujours peser le pour et le contre et d'avoir des solutions de repli. Ouais, tu as raison, puis diversifier. Là, l'exemple de la colocation, ça me paraît être vraiment un très bon exemple. Moi, je m'y intéresse aussi bah, à titre personnel hein, pour de l'investissement immobilier locatif et aussi en tant que conseil moi, auprès des clients. Ok. Et aujourd'hui, il faut faire très, très attention parce qu'on le voit sur les grandes villes. Et moi, c'est un point d'attention que j'ai sur certains clients. Nous, on est sur Bordeaux, par exemple. Aujourd'hui, ce qui va se passer sur Bordeaux, c'est qu'on va nous mettre en place un encadrement des loyers. Ouais, c'est vrai. Donc, avec l'encadrement des loyers, ben, a priori, ça risque de remettre en cause peut-être la rentabilité des biens exploités en colocation. Donc, ça, c'est un risque en fait. Donc, ça me paraît vraiment essentiel d'essayer de prendre justement tous ces risques et après d'être toujours ben, dans la diversification en fait. Hein, comme on dit, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, de varier les secteurs, de varier les modes d'exploitation, de varier les entreprises dans lesquelles on investit pour se prémunir contre ce risque en fait. C'est ça, c'est pour ça que comme on disait, ça a beaucoup attrait à l'état d'esprit parce que quand on est enfermé dans un domaine, il faut vraiment être capable de se dire à un moment donné, je vais ouvrir un petit peu mes champs des possibles. Et des fois, c'est accepter de repartir à zéro parce que si on est à fond dans l'immobilier et que d'un seul coup, on se dit, je veux m'intéresser à la bourse, il faut accepter de repartir de la base et Mm. d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est aussi pas tout le monde qui est capable de faire ça et je peux le comprendre, hein, c'est pas une critique, c'est que vraiment accepter de redevenir débutant dans un Mm. domaine alors qu'on pensait être presque expert dans un autre domaine, c'est pas toujours évident, même au niveau de l'ego, hein, au niveau de la confiance en soi. Donc ça, c'est des choses Mm. effectivement à prendre en compte. Ah, ok. Donc, Juste une petite précision, je sais pas oui, parce que je sais pas trop quoi regarder en fait, parce que j'ai jamais fait de live, donc des fois je sais pas s'il faut regarder le haut de ma tablette ou le bas, parce qu'en fait si je regarde le haut, je te vois même pas. Donc je sais n'hésite, pas. Moi, je regarde en face. ok, n'hésite pas à me dire si tu as l'impression que je baisse les yeux, c'est pas volontaire, hein, Non, c'est juste non, que je te vois pour très regarder. bien. Ok, Il n'y ça a pas de marche. souci. Ok. Pas de souci. Donc, oui, pour revenir donc sur la liberté financière, pour toi, c'est ça. C'est en fait arriver à générer des revenus suffisants pour permettre de vivre sans avoir besoin de travailler concrètement, en fait. Hein, c'est ça. Voilà, après, c'est vrai qu'on peut utiliser le terme de revenu passif, même si on est conscient que Hmm. rien n'est jamais passif. Mais c'est Oui. vrai que c'est mettre en place quelque chose, travailler pour que ensuite ça travaille pour soi et Hmm. enclencher ce dont on parlait tout à l'heure, ce fameux effet boule de neige, en fait, d'avoir vraiment quelque chose qui grossit sur la durée et d'être content au bout de 5 ou 10 ans d'avoir commencé il y a 5 ou 10 ans parce qu'on se dit, Hmm. voilà, là je sens que ça commence vraiment à se développer et je sens peut-être que je peux me permettre de bosser un petit peu moins dans mon travail si je suis salarié parce que je sens que de l'autre côté, j'arrive à avoir des revenus alternatifs. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, c'est avoir ce sentiment. C'est pour ça que c'est important, cette notion de sentiment, c'est après propre à chacun, hein. Ce sentiment de liberté, c'est lié à l'argent qu'on peut développer autrement que par juste son travail salarié ou même une activité d'indépendance si on est indépendant. Hmm. Oui, donc c'est pour ça que c'est important mais de le mettre en place tôt. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais, je parlais, c'est presque de l'éducation, c'est presque quelque chose qui nous manque en fait. Hein. À l'école, on n'est pas du tout formé à ça, on n'est pas du tout formé à C'est gérer vrai. son argent, placer son argent. Et aujourd'hui, après, parfois, on s'y intéresse sur le tard et en fait, on se rend compte que plus tôt on s'y intéresse, et mieux c'est parce qu'après, si on s'y intéresse tôt, on peut mettre en place des stratégies qui sont payantes dans le temps et dans la durée, parce que c'est pas en un an qu'on met en place des choses C'est extraordinaires, ça. mais c'est vraiment plusieurs années hein, concrètement. Et par rapport à ça, je te donne une anecdote. Bon, ça remonte maintenant à un peu plus de 10 ans. C'est quand j'étais coach sportif à domicile. Donc j'étais jeune, hein, enfin j'étais plus jeune.
Je suis pas vieux, mais j'étais plus jeune. Et Jeune. à ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup de personnes du coup pour essayer de développer une clientèle. Et j'étais beaucoup sur Paris à l'époque. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui dirigeait une clinique d'épilation laser. Et j'avais l'impression qu'en fait, il était plus vieux que moi. Sauf que par la suite, j'ai appris qu'il était même plus jeune que moi à l'époque. Et j'ai compris à quel point c'était deux mondes différents. D'être né dans une famille qui avait déjà cette culture d'entreprendre et d'investir avec plusieurs personnes dans cette famille qui avaient déjà fait des choses dans ce domaine-là. Et peut-être une personne qui est née dans une famille où personne n'a jamais investi dans Mm. l'immobilier ou investi en bourse ou entrepris. Et c'était hallucinant les discussions qu'on avait parce que j'avais l'impression d'apprendre énormément de choses à chaque fois que je le coachais en fait, parce qu'on discutait de plein de choses. Et c'est pour ça que quand on reparle d'éducation, il y a l'éducation qu'on reçoit à l'école, mais il y a aussi l'éducation qu'on a à la maison. Et là, force est de constater qu'on ne part pas tous avec Mm. les mêmes bases. Il faut être conscient de ça. C'est un peu ce que Warren Buffett appelle la loterie génétique. C'est dans quelle famille on est né, ça on Mm. ne le choisit pas. Et clairement, on ne part pas avec les mêmes cartes. Alors après, comme on dit, hein, il ne suffit pas d'avoir les bonnes cartes, il faut savoir les jouer. Et ça ne veut pas dire quand on a des mauvaises cartes, qu'on ne peut pas réussir. Mais il faut être conscient du fait que peut-être qu'on part avec un train de retard et qu'il faut ensuite travailler durement pour essayer de rattraper un petit peu ce retard-là et pour pouvoir même par la suite le dépasser. Parce qu'il y a énormément de personnes qui, à l'inverse, sont nées avec pas grand-chose et ont réussi à construire des fortunes. Et ça, c'est vraiment des exemples pour moi qui sont très, très intéressants. Mm. Oui, ben, l'exemple, enfin, la réussite par l'exemple, je pense que ça, c'est assez, c'est effectivement assez important, c'est important. Et du coup, si on revient à ces différentes bases justement de Ouais. liberté financière, pour toi, donc, quelles sont les principales bases ou en tout cas, quels sont les différents socles de la liberté financière? À quoi on doit s'intéresser si on veut mettre en place une stratégie sur du long terme? Alors, on peut commencer vraiment sur la base, hein. C'est déjà tout simplement de savoir compter parce que malheureusement, si on ne maîtrise pas les différents calculs qu'on peut avoir sans non plus rentrer dans les choses compliquées, si on ne sait pas tenir un budget, si on Mm, ne sait pas maîtriser ce budget, c'est clairement partir avec des gros inconvénients, mm, avec quelque chose qui nous empêche d'avancer. Donc, c'est aussi accepter de vivre en dessous de ses moyens parce que mm, on peut avoir des personnes qui gagnent 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, voire plus, et qui mm, finalement ont autant de dépenses, si ce n'est plus. C'est pour ça qu'on a autant d'artistes ou de sportifs de haut niveau qui finissent ruinés parce qu'ils ont des trains de vie vraiment délirants, on va dire. Donc ça, c'est déjà faire ce travail de calculer un budget, d'être capable de vivre en dessous de ses moyens pour générer comment dire, cet écart entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense pour commencer à investir. Donc pour ça, bien évidemment, il faut avoir des mm, connaissances, il faut s'intéresser, il faut avoir cette envie d'apprendre. Aujourd'hui, on a tout à disposition hein, sur Internet. C'est une mine d'or pour vraiment apprendre énormément de choses dans plein de domaines. Donc, c'est déjà maîtriser le budget, avoir cette envie d'apprendre pour savoir utiliser l'argent qu'on a réussi à avoir en excédent, on va dire, parce qu'on a réussi à réduire ses dépenses. mm. Et après, pour revenir sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est avoir cet état d'esprit de viser le moyen long terme pour vraiment être capable de faire les efforts sur la durée, être persévérant et faire grossir ce fameux effet boule de neige qui tôt ou tard va forcément se mettre en place parce que si on prend les bonnes actions, si on a acquis les bonnes connaissances, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas parce qu'on a plein d'exemples autour de nous de personnes qui ont réussi. Mm. Non, mais tu as raison, mais en fait, là, c'est plutôt en fait du bon sens, en fait. C'est-à-dire, c'est dépenser moins que ce que l'on gagne. C'est des choses qui paraissent être du bon sens, mais qui sont pas forcément appliquées, en tout cas. Et moi, je le vois. Je vois, j'ai par exemple, des clients qui gagnent extrêmement bien leur vie, mais qui ont un niveau de vie tellement élevé, qui sont endettés pour le véhicule, un véhicule qui coûte extrêmement cher, une C'est résidence ça. principale qui coûte extrêmement cher qui au final se retrouvent en difficulté financière alors qu'ils gagnent des sommes quand même très conséquentes. Mais là, on en revient vraiment au bon sens. C'est ça, tu as raison. C'est déjà dans un premier temps, qu'est-ce que je dépense? Déjà, c'est peut-être de les noter, en fait, tout simplement, C'est de ça. prendre un papier et de regarder dans le mois ou dans l'année peut-être qui précède, noter quels sont ces différents postes de dépenses pour en avoir conscience et quels sont ses revenus en face. Et déjà de voir la balance entre les deux. Est-ce que la balance est positive parce que parfois c'est pas le cas. Quoi. En fait, C'est on ça. peut. Et malheureusement, rien que ce sujet-là élimine beaucoup de Mm, personnes parce que beaucoup de personnes ne sont pas capables de faire ce travail-là. Et après, c'est pas pour incriminer ces personnes parce que tout est fait pour nous pousser à consommer
Hmm. plus que de raison. Donc, avec énormément de matraquage marketing pour nous faire confondre en fait nos besoins avec nos envies, voire nos caprices, parce que parfois c'est même juste des caprices. Mais Ouais. c'est vrai que même si on reprend le domaine de l'immobilier, moi je sais que par exemple, pour, euh, pour t'expliquer comment je fonctionne, c'est à partir du moment où j'ai commencé à investir dans l'immobilier, donc je voulais créer ce fameux cash flow positif, donc d'avoir Hmm. avoir des bénéfices tout de suite, mais partir du principe qu'ils n'existaient pas, parce que je voulais vraiment pas les consommer. Je voulais vraiment pas me dire, ok, j'arrive peut-être à générer 500 euros par mois grâce à mes revenus locatifs une fois que tout est payé. Mais si je commence à dépenser cette somme-là, ça ne sert à rien. En fait, tout le travail que je suis en train de mettre en place ne sert à rien. Donc, je suis vraiment parti du principe que c'est ce que j'appelle le cash flow invisible. En fait, c'est clairement comme si cet argent n'existait pas pour l'utiliser principalement en bourse, pour lancer cette fameuse machine, ce fameux effet boule de neige. Après, je ne te cache pas que c'est parfois compliqué parce que je suis un être humain comme tout le monde. J'ai parfois envie de me faire plaisir sur certains trucs. Alors, Hmm. bien évidemment, je ne suis pas dans l'extrême à me priver de tout, à dire à ma compagne, on n'achète rien parce que je veux un jour dans 50 ans être millionnaire. Non, c'est c'est trouver cet équilibre. Mais quand on réfléchit bien, on se rend compte qu'on n'a finalement pas tant de besoins que ça et qu'on nous fait effectivement souvent mélanger besoin et envie. Donc c'est, comme tu le dis, c'est avoir du bon sens et être capable de tenir ses positions parce qu'il y a une gestion des émotions à avoir et parfois on peut d'un seul coup, en une mauvaise décision, remettre en question 6 mois, 1 an ou 2 ans de travail acharné. Et moi, je sais que ça me ferait mal au cœur de me dire je dépense l'argent que j'ai gagné durement pendant 2 ou 3 ans parce que dans l'immobilier, s'il faut faire des travaux, s'il faut suivre les travaux, s'il faut gérer enfin, la gestion locative, tout ça, ça demande du temps, de l'énergie. Si en plus on a Hmm. un travail à côté, si c'est pour après tout dépenser et finalement repartir à zéro, je trouve que c'est dommage. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et donc, toi, en fait, tu as commencé comme ça. Toi, tu as commencé effectivement dans l'immobilier. Tu as t'as investi dans l'immobilier. Tu as fait des investissements rentables sur lesquels tu avais un cash flow positif. C'est Alors, ça. le cash flow, juste pour rappeler à ceux qui ne savent peut-être pas, le cash flow, c'est la différence entre les loyers et les dépenses que l'on paye en face, le remboursement de crédit et l'ensemble des charges. Donc, si on a plus de loyers que de dépenses en face, on a un cash flow qui est positif, donc un excédent de trésorerie, en fait, C'est ça. concrètement. Donc voilà, toi, tu as commencé à réinvestir, tu as commencé en fait à investir de cette manière, en bourse, à partir des cash flows de l'immobilier, issus de l'immobilier. Alors, j'ai commencé à investir en bourse en 2015 avec mon argent personnel parce que, comme je t'ai dit, j'ai acheté mon premier appartement en 2010. Je l'ai mis en location au bout d'un certain nombre d'années parce que quand je l'ai quitté, je l'ai mis en location. Donc, j'ai vraiment commencé à investir sérieusement en immobilier aux alentours de 2017. D'accord. Et à ce moment-là, donc effectivement, je me suis dit, je ne veux pas utiliser ce cash flow positif, je veux m'en servir pour faire grossir cette boule de neige. Donc, Hmm. je m'en sers essentiellement pour investir en bourse et également faire en sorte d'avoir toujours une trésorerie disponible parce qu'il y a des aléas à gérer, que ce soit les travaux dans la copropriété, que ce soit même des travaux dans l'appartement parce qu'il y a des choses à changer, que ce soit une chaudière à remplacer parce qu'elle est tombée en panne. Tout ça, c'est encore une fois le côté prévoyant dont on parlait tout à l'heure Ouais, et ouais. qui est très très compliqué. Et je pense que tu perçois la même chose. C'est compliqué à garder parce que Hmm. il y a sur Internet beaucoup de choses qui sont pas cachées, mais on a tendance à un petit peu enrober enfin, la réalité de choses beaucoup plus positives en évitant certains sujets, en évitant de montrer les personnes qui ne réussissent pas, les personnes qui font des erreurs, les personnes qui ont des appartements qui ne sont pas rentables. Et ça, moi, je sais que je me suis attaché à regarder aussi les mauvais exemples de personnes qui ont perdu de l'argent pour vraiment ne pas m'enflammer, en fait, parce que tout est fait, je trouve, pour s'enflammer et croire Hmm. qu'on est les plus forts du monde. Mais il ne faut pas oublier que d'un seul coup, tout peut arriver et on peut avoir une chaudière qui lâche. Si on n'a pas l'argent de côté à ce moment-là parce qu'on a tout brûlé, c'est compliqué. Donc effectivement, au début, j'ai investi en bourse avec mon argent personnel. Après, quasiment, on va dire les 3 quarts du cash flow étaient investis en bourse. Et je continue à fonctionner comme ça parce que c'est un système qui me convient. Et comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas besoin d'augmenter mon train de vie. Je suis satisfait de ce que j'ai, de ce qu'on a aujourd'hui. Et j'ai pas des besoins très, très nombreux. Donc, je suis déjà heureux comme je suis. D'accord. Ok. Donc pour toi, en fait, les principaux piliers donc de la liberté financière, ça va être donc l'immobilier, enfin en tout cas les gros piliers, on va dire, Oui, l'immobilier, la bourse,
Après, peut-être l'investissement dans d'autres entreprises. Mais alors après, liberté financière, on parle plutôt d'investissement passif en fait. Oui, après, on peut avoir cette volonté d'investir dans des entreprises, mais la liberté financière, ça peut être aussi des fois démarrer une entreprise pour un jour peut-être pouvoir la vendre. Ouais. C'est des choses qui peuvent aussi arriver. J'ai eu des exemples autour de moi de personnes qui ont réussi, même si voilà, ça demande peut-être quelques années de Mm. travail acharné, mais on récolte les fruits de son travail au bout d'un certain temps. Donc il y a plusieurs piliers et c'est vrai que c'est un petit peu comme, j'allais dire comme une table, mais si à un moment donné on a de nombreux pieds à cette table, c'est sûr que ce sera beaucoup plus solide que d'avoir un ou deux pieds. Là pour le coup la table elle va pas pouvoir tenir. Et c'est la même chose hein, dans le domaine de Mm. la liberté financière. Si on n'a pas assez de piliers, c'est clair que tu le disais tout à l'heure, c'est quand même prendre des risques à un moment donné de se retrouver avec, si je prends l'exemple de la bourse, s'il y a un gros crash Mm. boursier à ce moment-là, si on a tout misé là-dedans, ça peut être compliqué. Alors que si de l'autre côté, on a de l'immobilier aussi, si on a créé une société, si on a Mm. d'autres revenus passifs, c'est des choses qui sont plus faciles, entre guillemets, à gérer au niveau des émotions. Oui, bien sûr. Non, mais toujours la même chose, oui, effectivement, je pense le bon sens, parce qu'aujourd'hui, même chose, on parle beaucoup de crypto. Alors, je ne sais pas quel est ton avis sur la question. Bon, alors là, ça c'est un petit peu, c'est un petit peu rebaissé là récemment, mais Ouais. concrètement, même chose. On a vu des personnes qui commençaient à miser tout sur les cryptos en disant que ça allait faire x2, x5, x10. Alors, peut-être que ça va faire, peut-être que ce sera le cas hein, d'ailleurs, Mm. ou peut-être pas d'ailleurs, on ne sait pas. Aujourd'hui, on n'a aucun recul, donc c'est impossible. Aujourd'hui, personne n'a une boule de cristal et personne n'est en mesure de dire si dans 10 ans, ça aura pris énormément de valeur ou si on les utilisera plus. En tout cas, le bon sens me dit quand même qu'il faut toujours investir de manière prudente, c'est-à-dire diversifier, ne pas tout mettre dans l'investissement dans des cryptos. Enfin, après, ça me paraît être un investissement de bon sens, mais je le rappelle parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses passer sur ces questions. Tu as tout à fait raison. Moi, pour tout te dire, la crypto, c'est pas que j'y connais pas grand-chose, mais voilà, je m'intéresse un petit peu parce que on a toujours cette soif Mm, d'apprendre. Mais c'est clairement pas un domaine dans lequel j'investis. Déjà parce que je comprends pas tout et mm, j'aime pas investir dans quelque chose que je ne comprends pas. Et après, cet emballement, je sais qu'il y a énormément de volatilité. C'est pas quelque chose qui me correspond. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner d'argent là-dedans, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Il ne faut pas tout miser là-dedans. C'est parfois se dire, OK, j'accepte de mettre, je ne sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros, et j'accepte mm. même de les perdre si tel est enfin, si c'est ce qui doit arriver. Mais malheureusement, comme tu le dis, il y a trop de personnes qui, je pense, ont investi énormément d'argent. Et je le sais parce que je travaille au quotidien avec des jeunes. Euh, et on voit malheureusement qu'en plus, là, les deux dernières années qu'on vient de vivre, il y a eu une augmentation du temps passé devant les écrans avec énormément de personnes qui se retrouvent à visualiser des messages, peut-être de personnes qui nous font croire qu'on peut gagner de l'argent Mm. facilement, sans effort. Oui. C'est très dangereux, vraiment très dangereux. Ouais. C'est pour ça que voilà, je profite du fait que tu m'interviewes pour lancer aussi ce message-là, d'être prudent par rapport à ça, Mm. d'être vigilant parce que on, comment dire, on a en face de nous des personnes qui nous font, j'allais dire, vendre du rêve, mais voilà, il y a eu Ouais. beaucoup de vidéos là-dessus. Mais ces personnes-là, si jamais ça se retourne, c'est pas elles qui vont venir nous consoler ou nous rembourser. Donc c'est Mm. vraiment du bon sens et savoir exactement pourquoi je prends une décision, savoir la justifier. Et si je sens que c'est un domaine d'investissement dans lequel je ne comprends pas ce qui se passe ou dans lequel enfin, je ne me reconnais pas, il vaut mieux passer à autre chose et vraiment partir sur les choses qui nous correspondent plus. Ben, comme Warren Buffett, voilà, Warren Buffett, donc c'est un des plus grands investisseurs, en tout cas en bourse au monde, et lui, bon, refuse d'investir dans les cryptos parce qu'il ne comprend pas, C'est ça, ou dans les exactement. valeurs technologiques d'ailleurs, mais donc, ok. Après, juste petite précision, il y a aussi, Mm. si je reprends l'exemple de ce qui touche maintenant à ce qu'on appelle le métavers ou le métaverse, Mm. la transformation de Facebook, tout cet univers parallèle, je sais qu'il y a énormément de choses qui se passent aussi. Moi, perso, ça m'intéresse pas. Là, c'est plus Les le côté, NFT, voilà, NFT, ouais, c'est plus mm, presque le côté éthique parce que c'est pas un monde en fait mm, que je veux avoir. Même mm, si voilà, à mon petit niveau, de toute façon, je ne vais pas faire grand-chose. C'est pas moi qui vais décider que si ça progresse ou pas. mm, Mais voilà, des fois, il faut accepter de se dire, OK, peut-être qu'il y a des personnes qui vont gagner de l'argent dans ce domaine-là. C'est peut-être même mm. très probable. Mais je ne me reconnais pas là-dedans. Donc, je vais continuer à faire ce que je faisais, même si c'est moins sexy, parce que c'est clair que quand on a un message comme ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, le bon sens, Mm. d'être prudent,
c'est pas sexy, hein, c'est pas quelque chose qui fait Hmm. rêver, mais je pense clairement que sur la durée, c'est ce qui va faire la grosse différence. Ah oui. Ben, de toute façon, au final, je pense que ce qui sera en tout cas le plus efficace, le plus sûr, qui permet d'éviter justement ces aléas. C'est-à-dire que bah, si les cryptos se pètent la figure, que l'on a simplement alloué une petite portion de son capital, bah, au final, on est très peu touché parce on a nos autres piliers qui continuent de C'est fonctionner en ça, fait. c'est ça. Donc après, oui, je pense que c'est bien. Enfin, oui, moi aussi, je regarde beaucoup ce qui se passe, ça m'intéresse et je trouve ça assez. Bon, ben, les variations, c'est assez effrayant parce qu'en plus, là, c'est des promesses d'argent facile en très peu de temps. Ouais, Donc au départ, tout le monde s'enrichit et tout le monde est euphorique et à un moment donné, ben, ça risque toujours de retomber, hein. C'est un peu comme ça que les bulles se créent de toute façon. c'est ça. Donc il faut aussi avoir un petit peu de hauteur face à tout ça. Donc si on investit, pourquoi pas? Il faut s'y intéresser parce que c'est peut-être le futur, c'est intéressant. Mais voilà, il faut toujours quand même être modéré dans ses décisions et pas dire ben, je fais all-in, je fais tapis C'est ça. sur ce projet et puis on verra ce qui se passe. Non, Mais tu vois, par rapport à ça, je trouve que mm, c'est vraiment l'état d'esprit à avoir parce qu'il y a des personnes qui voient les choses avant les autres, on va dire. Parce que mm, finalement, quand ça arrive dans les oreilles du grand public, on a presque tendance à se dire que c'est trop tard parce qu'il il y a trop de personnes qui sont au courant. Et mm, c'est vrai que je suis admiratif des personnes qui sentent les choses avant que ce soit répandu. Donc je pense que mm, ça, c'est énormément lié, comme on disait tout à l'heure, à la structure familiale de base, parce que c'est clair que quand on est né dans une famille d'investisseurs, on part quand même avec d'autres compétences et on sent un peu mieux les choses. Alors après, je pense qu'on peut quand même acquérir cet état d'esprit-là. Et je pense que le jour où on est capable de sentir les choses, on part avec 10 000 longueurs d'avance et des fois, on va presque se dire non, je ne pars pas là-dedans parce que si ma boulangère me parle de crypto ou j'en sais rien, je sais que c'est pas le moment de rentrer dans ce mm. domaine-là. Je vais plutôt chercher un secteur qui est encore au tout début pour vraiment voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à faire là-dedans. Oui, c'est que c'est trop tard après, c'est ça, c'est ce qu'on dit en général. Quand le grand public commence à s'y intéresser, et d'ailleurs c'est souvent le cas pour les cryptos, hein, parce qu'il y a toujours des pics et après des fortes chutes. Et en général, quand on arrive au pic, c'est quand on parle partout dans les médias, tout le monde dit C'est ça ça. fait qu'augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. Et en général, ben, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a un crash. Voilà. Voilà. Parce que justement, à un moment donné, ça a tellement augmenté que les personnes qui ont investi au départ ben, vont prendre des profits, parce qu'eux, ils ont une stratégie. Exactement. Alors Donc, que les autres sont peut-être sur une logique de coup par coup, de réagir à effectivement des messages qu'on entend dans les médias. Et si on reprend l'exemple de ce qui s'est passé en mars 2020 avec une chute brutale des cours de bourse, on se rend compte qu'à ce moment-là, il y a énormément de personnes qui avaient des capitaux qui étaient disponibles et qui ont profité de ce qu'on pourrait presque appeler les soldes en fait à ce moment-là, parce que quand on voit comment c'est remonté par la suite, moi je sais que c'est la première fois de ma vie en fait que je me suis dit, ok, même si c'était compliqué, hein, je ne cache pas que c'était difficile, mais à ce moment-là, je me suis dit, je sens que c'est les soldes, même s'il y a énormément de choses qui se passent, je sens que ça va remonter tôt ou tard. Et j'avais réussi à avoir de l'argent disponible à ce moment-là, et j'ai investi massivement en bourse, donc au mois de mars 2020. Et mm, depuis, je suis content d'avoir réalisé cette chose-là. Mais au niveau de la gestion des émotions, c'est compliqué parce qu'on a beau savoir en amont que quand les personnes commencent à s'inquiéter, c'est peut-être le moment de rentrer sur les marchés. Mais quand ça se produit réellement, il faut vraiment être capable de justement le faire parce que la peur mm. ambiante est vraiment Oui. quelque chose qui peut nous crisper. Et ça peut se retrouver aussi dans le domaine de l'immobilier, hein, parce que quand on reprend la crise de 2008, à ce moment-là, il fallait quand même être capable d'investir en ayant confiance que Mm. ça remonte un jour. Et je sais, je ne sais pas si tu avais vu, mais j'avais fait une interview avec Gilles Grimm, un des gros investisseurs immobiliers, et c'était hyper intéressant de voir un petit peu sa logique dans ces moments-là, dans ces moments de crise, parce qu'il avait connu beaucoup de crises. Il y a eu la Mm. guerre du Golfe, il y a eu la crise des subprimes en 2008, et de voir comment il réagissait à ce moment-là, de voir qu'il continuait à garder sa stratégie, qu'il continuait à acheter, qu'il Mm. continuait à suivre ses règles. Là, je me suis dit clairement, le mec mérite sa fortune parce que Mm. il a su exactement prendre les bonnes décisions au bon moment et surtout sur la durée. Ah oui, bien sûr. Ben, il s'est tenu à sa stratégie, en fait. C'est ça. Et justement, en parlant de stratégie, aujourd'hui, quels seraient tes conseils à quelqu'un ben, qui commence à s'intéresser à la liberté financière, qui veut mettre en place des choses? Quelle pourrait être justement une stratégie à mettre en place? Ben, d'ailleurs, que l'on soit salarié ou que l'on ait une entreprise,
peu importe en fait. Quel pourrait être un début de stratégie à mettre en place pour justement que ça évolue dans le long terme de manière positive? C'est une question qui est compliquée, hein. Hmm. Oui, oui, je l'imagine. Mais je vais tenter d'y répondre. Euh, Moi, je Quelques pense, axes, non, après, oui, quelques quelques axes, axes, parce que de toute façon, on ne peut pas faire de généralité. Hein. c'est Ce qui ça. convient à une personne ne peut pas convenir forcément à une autre personne. Mais déjà, quelques règles, en tout cas, concernant peut-être la bourse, l'immobilier, je ne sais pas. Quel conseil tu pourrais donner? Dans le domaine de la bourse, il y a ce qu'on appelle les ETF, donc c'est vraiment répliquer un petit peu un indice, hein. Si on prend par exemple le CAC 40 ou si on prend le S&P 500, c'est vraiment, du coup, pour le coup, c'est se diversifier parce qu'on achète, on suit on achète quelque chose qui suit le cours des indices. Donc ça peut être une bonne façon d'investir sans prendre trop de risques et Hmm, sans avoir besoin de beaucoup de connaissances parce que finalement, quand il faut commencer à s'intéresser à chaque action pour voir est-ce que c'est le hmm. moment d'acheter ou pas. Là, ça demande quand même Du de sacrées travail. compétences, Hmm, du travail. Et il faut juste être capable de se dire, OK, moi je sais que j'ai pas soit les compétences, soit j'ai pas la volonté de devenir une hmm, star de l'investissement en achetant des actions, donc du stock picking. Ça, c'est déjà une première bonne solution, hein. Je sais que moi, je commence à de plus en plus m'intéresser aux ETF. Ça correspond bien à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est une gestion en bon père de famille avec une bonne dose de bon sens. Et c'est vraiment d'avoir cette logique de diversification. Après, si on prend le domaine de l'immobilier, c'est peut-être partir simplement sur des choses qui sont les bases, en fait, c'est-à-dire acheter, je sais pas, un studio qu'on met en location, un deux pièces, hmm, et vraiment laisser de côté ces stratégies qui rapportent peut-être plus d'argent, mais qui demandent plus de travail, qui occasionnent peut-être parfois plus de hmm. stress, parce que si le marché se retourne, là, on a parlé de colocation tout à l'heure, mais ça a été aussi le cas de la location courte durée, parce que Ouais. avec ce qui s'est passé au niveau sanitaire, il y a clairement eu un impact Hmm, sur ce domaine-là, qui après a un effet domino, parce que forcément, si les gens qui ont des locations courte durée basculent en meublé à l'année, ça a des conséquences sur les autres loueurs. hmm, Donc c'est peut-être se dire à un moment donné, ok, je vais commencer par un studio, je vais le mettre en location, ouais. je sais qu'il y a de la demande, ça reste des choses, j'utilise souvent ce terme, mais c'est pas sexy parce que c'est pas des choses qui font rêver beaucoup de personnes, mais ça a fait ses preuves depuis des décennies, Ouais. donc c'est une très bonne façon de démarrer. Et par rapport à ça, c'est comme on disait tout à l'heure, dans la gestion du budget, c'est aussi tout simplement revoir les dépenses fixes qu'on a pour voir si on peut pas renégocier certains contrats, que ce soit les dépenses de consommation d'énergie, que ce soit la téléphonie, peu importe, Internet, et, euh, et vraiment avoir cette soif de connaissance. Donc, bourse immobilier, après, si on a aussi une fibre entrepreneuriale, on peut aussi voir quel domaine on peut, Hmm. qu'on peut découvrir. Ça peut être juste un complément de revenu, hein, mais c'est quelque chose qui est, je trouve, intéressant parce que, il y a énormément de choses qu'on peut faire sur Internet ou même dans la vie physique avec des fois 200, 300, 400, 500 et plus par mois, ce qui va faire d'autant plus d'argent pour investir, que ce soit en bourse, en immobilier. Donc en fait, c'est vraiment une synergie à avoir. Et comme on dit depuis tout à l'heure, c'est aussi juste simplement un état d'esprit à avoir et avoir toujours cette soif d'apprendre. J'insiste là-dessus, mais c'est ce qui pour moi est Hmm. la base. Attends, je me prends juste un chargeur. Vas-y, pas de souci. Je te voyais bouger, je me demandais ce qui se passait. Oui, c'est pour ça. Non, je prends juste mon chargeur de téléphone. D'accord. Donc déjà, en fait, là, le conseil, c'est déjà dans un premier temps, et ça me paraît être la base de la base, c'est faire le point sur ses dépenses. Déjà, avoir une notion précise sur l'argent qui rentre tous les mois et l'argent qui sort et comment ça sort, en fait. Où est-ce que vous investissez, C'est ça. comment est dépensé votre argent. La première chose. Et ensuite, effectivement, mettre en place une stratégie d'investissement, alors en bourse, éventuellement dans des ETF. Donc, c'est investir dans des indices. Donc, de toute façon, là, ça répond vraiment à la stratégie de diversification. C'est ça. C'est-à-dire, quand on achète, on a une multitude d'actions. Par exemple, sur un ETF du CAC 40, on a une multitude d'actions qui reproduit en fait le mouvement global du CAC 40, en fait, toutes les entreprises. Donc, Tout à on fait. est déjà sur quelque chose de très diversifié. Donc, sur ça, Voilà. on n'a pas de risque ou très peu, en fait, concrètement. Sur du long terme, on n'a Après, pas de risque quand on voit la c'est bourse. ça. Mm, Après, c'est vrai que j'aime pas utiliser le terme d'avoir zéro risque, mais de toute façon, dans quasiment chaque domaine, il y a toujours une part de risque. mm, Après, c'est être capable de prendre un risque qu'on est capable d'assumer, justement. Mais c'est vrai que, justement, d'avoir cette logique de durée,
de viser le long terme, ça lisse quand même énormément de risques. Parce Mm. que, à l'inverse, si on est dans du court terme tout le temps, là, c'est clair que on peut se retrouver à devoir vendre à un moment donné où il ne faut pas vendre. Alors que Oui. si on est sur une logique de long terme, on va subir certains moments de chute brutale des cours de la bourse, mais on sait que ça va remonter. Dans le domaine de la gestion des émotions, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça évite de prendre du coup les mauvaises décisions dans ces moments-là. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc, ça serait investir, en fait, idéalement, tous les mois la même somme, par exemple. Au moins, c'est la meilleure stratégie. Investir tous les mois la même somme sur, par exemple, un ETF. On n'a pas de risque. Ça réplique simplement un indice. Et quand on regarde, de toute façon, les statistiques sur les dernières années, la bourse, il y a des années, effectivement, ça descend. On peut même avoir un crash. Mais sur le long terme, on a une moyenne où on est en hausse chaque année, en fait, de toute façon. C'est ça. Après, il faut juste savoir qu'en bourse, on n'a pas à la différence de l'immobilier. Dans l'immobilier, on peut avoir cet effet de levier avec Ouais. l'emprunt bancaire. Ça, c'est quand même autre chose dans le domaine de la bourse parce que là, il faut sortir son argent personnel, on va Ouais. dire. Donc ça, c'est une grosse différence. C'est pour ça que je trouve que les deux se complètent très bien. Ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui sont focalisées sur la bourse Mm. uniquement ou sur l'immobilier uniquement, mais je trouve que c'est une bonne approche d'être sur ces deux domaines-là, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais voilà, si on peut vraiment se dire, Ouais. je réussis à acheter un appartement pour le mettre en location, j'arrive à avoir peut-être un peu de cash flow, même si déjà le fait d'être autofinancé totalement, c'est déjà une très bonne chose parce qu'on oublie souvent ce qu'on appelle le capital amorti chaque mois, Ouais. d'avoir une partie de la mensualité qui est du capital que vous remboursez. Et là, pour le coup, c'est votre locataire qui rembourse. Ça, de l'enrichissement qui ne se voit pas tout de suite, mais qui se verra sur la durée. Et, euh, et par rapport à ça, c'est aussi voir comment rendre plus sexy auprès de la banque son profil, parce que il y a énormément de choses, tu en as parlé très souvent, sur les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, qui ont eu clairement des impacts sur le marché immobilier, sur notre capacité à pouvoir enchaîner les investissements immobiliers. Donc là, il faut vraiment essayer de voir dans son domaine, si on est salarié, est-ce qu'on peut réussir à avoir des augmentations, comment on peut réussir à monter en compétences pour justement se rendre presque indispensable dans sa société pour prétendre à avoir des augmentations, ou peut-être même changer de poste, changer d'entreprise pour essayer d'avoir un salaire un peu plus important. Donc il faut vraiment jouer sur tous les tableaux parce que tout marche ensemble. Mm. C'est pour ça que c'est un vrai travail au quotidien, je trouve, même si faut avant tout le faire par passion, je trouve, parce que si c'est vraiment fait de manière, comment dire, de manière forcée, c'est un peu compliqué. Mais il faut quasiment chaque jour lire des articles, regarder des vidéos, discuter avec des personnes qui ont déjà investi, se tenir au Mm. courant de l'actualité. Donc ça demande du temps. Donc peut-être que parfois, il faut accepter de passer moins de temps à regarder, je ne sais pas, des choses pour nous divertir sur Internet ou j'en sais rien. Mais ce temps, Mm. il faut essayer de l'avoir au quotidien parce que c'est que comme ça qu'on va faire grossir nos compétences. Et c'est ce qui va permettre d'avoir des résultats très intéressants sur la durée. Ouais, donc se former au quotidien. Mais justement, je reviens sur ça, se former ou lire des livres. Ben, j'ai lu justement, on en parlait tout à l'heure, le livre, c'est la biographie de Warren Buffett. Ouais, Alors j'ai lu, je l'ai pas lu en entier. L'effet de boule de neige, ouais. c'est un C'est un énorme pavé, hein. livre, C'est c'est un un gros pavé. énorme pavé. Bon, c'est assez intéressant, mais on retombe finalement sur le conseil que tu donnes. Et lui, c'est vraiment un investisseur vraiment à l'ancienne, on va dire, de bon C'est ça. sens. Et lui, ce qu'il dit à quelqu'un qui n'y connaît rien en investissement au niveau de la bourse, c'est vous embêtez pas, vous achetez des ETF, vous achetez idéalement, vous mettez le même montant chaque mois, vous ne vous souciez surtout pas des hausses ou des baisses. Parce que dès qu'on Exactement. veut trader, bon, dans 80% des cas, quand on n'est pas professionnel, ou 90% des cas, on va perdre de l'argent. Vous achetez toujours sur cet ETF et à long terme, vous gagnez, je crois que sur les statistiques, alors c'est pas sur la bourse française, mais en tout cas c'est sur la bourse aux États-Unis, je crois que on est en moyenne entre 8 et 10% par an sur peut-être les 40 dernières années. Donc si on fait ça sur du long terme, on est sûr de gagner 8 à 10% par an, ce qui est énorme après avec les intérêts composés. C'est ça. C'est énorme. Et je sais Donc, qu'il avait même fait un pari il y a quelques années où il avait parié 1 million de dollars sur le fait qu'il valait mieux investir sur un ETF que d'utiliser une autre stratégie. Il avait gagné ce pari. Vous pourrez regarder hein, sur Internet, vous tapez Warren Buffett, pari 1 million de dollars, vous allez voir que c'est hmm. très intéressant justement et que ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Oui, il disait qu'avec cette stratégie, ça allait permettre de battre
quasiment, mais 90% des meilleurs investisseurs au monde, en fait. C'est ça. Quand on entend ça, c'est absolument dingue parce que c'est une stratégie qui est complètement passive, qui est hyper simple à mettre en place. C'est hyper simple d'investir sur un ETF et ça ne demande pas de compétences ou de se renseigner, comme tu l'expliquais, sur telle ou telle société. C'est vrai que si on est Voilà. intéressé, c'est bien de le faire, de regarder telle société, on aime bien, par exemple, pour les personnes qui aiment bien Apple, qui aiment bien nouvelles technologies, c'est bien de s'informer, etc. Mais ça demande du temps, hein. Exactement. C'est comme tout. Donc, c'est vrai que si on n'a pas de temps, voilà, axé sur cette stratégie, on investit sur des indices et c'est simple à mettre en place. Et sur la durée, c'est avec les intérêts composés, c'est énorme en fait. Ouais, c'est exactement ça, hein. J'avais fait une interview d'un créateur de contenu qui a une chaîne qui s'appelle Épargne Investissement Patrimoine, qui est vraiment spécialisé en bourse, qui a des grosses compétences dans le domaine de la bourse. Et il me disait exactement la même chose. C'est-à-dire que lui, c'est sa passion en fait. Il a vraiment cette volonté de Mm, décortiquer des articles, de regarder mm, des résultats financiers d'entreprises. Et comme tu le dis, si on n'a pas cette volonté-là ou si on n'a pas le temps mm. de bosser là-dessus, il vaut mieux accepter de fonctionner autrement et c'est vraiment ce qui va éviter de faire de grossières erreurs. Parce que comme il le disait si justement, c'est que même dans le domaine de la bourse, il y a pas 50 000 Cristiano Ronaldo, hein, parce que si on prend l'exemple du foot, il y a pas 50 000 joueurs qui sont très très forts. Et il faut être capable de se dire, OK, moi je suis à ce niveau-là, je sais comment je dois investir par rapport à mes compétences actuelles. Et ça, vraiment, je pense, pas tout le monde qui est capable d'avoir cette lucidité dans le domaine de la bourse, l'immobilier ou la création de business. Ah oui. Bah, surtout que dans la bourse, on peut se dire, quand on commence à investir, que le marché est bas et que le marché augmente, on peut se dire, ouais, en fait, c'est bon, j'ai compris, Ouais, c'est ça. j'ai tout compris, c'est simple. C'est ça. Mais bon, dans la pratique, après, bah, après une phase de hausse, on peut avoir un crash. Enfin bon, voilà, je pense qu'en fait, c'est une stratégie, c'est impossible de savoir à court terme si on est bon dans le domaine. C'est compliqué, quoi, en C'est fait. ça. C'est Donc, ça. le temps paye toujours et effectivement, une stratégie simple sur les ETF, en tout cas, ça me paraît être une bonne stratégie, en tout cas même pour débuter, hein. Tout à Pour fait. débuter et permettre d'épargner, en tout cas de commencer à investir tous les mois, arriver à mettre une somme de côté sur la bourse. Surtout quand Mm, on regarde le taux du livret A, on se dit, même si là il mm, augmente, ça reste quand même oui. très très faible, voire ridicule. Et une fois qu'on a constitué ce fameux fonds de sécurité dont on a besoin Mm, forcément si on a des coups durs dans la vie, après l'excédent qu'on peut avoir, autant le placer autrement parce que 1%, mm. là il passe à 1%, c'est clairement quelque chose qui n'apporte pas grand-chose, on va dire. Ouais, ouais. Bon, en fait, avec l'inflation, on perd de l'argent, hein. Concrètement, Exactement. C'est livret ça. A ou livret développement durable, très concrètement, C'est ça. l'inflation plus les chiffres, ils sont jamais exacts, hein, mais On est si vraiment d'accord. on retraitait les vrais chiffres de l'inflation, concrètement, on perd de l'argent avec ces livrets. C'est vraiment c'est intéressant ce que tu viens de dire Ouais, parce qu'il y a une grosse différence entre les chiffres annoncés ouais, et déjà le ressenti qu'on a au quotidien. ouais. Et là, de toute façon, on se rend compte que ça n'a jamais été aussi important de justement avoir des connaissances dans le domaine de la liberté financière ou tout simplement le domaine financier, peu importe lequel il est, parce que c'est pas pour être pessimiste, mais je pense que ça va devenir très compliqué, que ce soit 2022, 2023, 2024, et on n'est pas prêt de finir cette hausse de beaucoup de choses qui nous touchent vraiment au quotidien, hein, parce que là, c'est plus des Mm, choses qu'on entend par-ci par-là, c'est des choses qu'on constate chaque jour, que ce soit quand on met de l'essence, que ce soit quand on mm, fait des courses, les factures de gaz, enfin bref, la hausse des matières premières qui se répercute même sur les chantiers, hein, quand on fait des travaux dans le domaine de l'immobilier. Si on a aujourd'hui un devis, mm. ce sera peut-être plus le même devis dans 6 mois parce Ah oui. qu'entre-temps, il y a eu Mm, des hausses ouais, des matières premières. ouais. Donc tout ça, il faut vraiment s'intéresser à tout ce qui se passe, anticiper et se dire comment je veux m'armer, être armé pour affronter ce monde au niveau économique qui va devenir un petit peu plus compliqué. Mm. Oui, oui, c'est ça. Il faut pas alarmer les gens, mais c'est sûr que l'inflation, là, honnêtement, ça fait réfléchir. Parce qu'on voit effectivement, ben, l'énergie va augmenter, Mm. tout, hein, concrètement, là, vraiment, tout. Le moindre, tout est en train d'augmenter. On reçoit des devis modifiés, oui, c'est C'est ça, ça. d'artisans, Mm. toutes les matières premières augmentent. On va avoir une inflation, assez importante, je pense, sur 2022. C'est ça. Bon, Tout et à les fait. chiffres, retracent, j'ai l'impression, jamais la réalité quand même. On est d'accord. Donc, bon, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de mettre en place cette stratégie
de liberté financière. Et donc après, mais effectivement, investir sur l'immobilier. Et je pense que moi, je reviens vraiment sur tes propos. Je pense que tu as vraiment raison. On part sur du bon sens, des stratégies simples d'investissement. Même, comme tu disais, le studio, aujourd'hui, on nous vend tellement des taux de rentabilité exceptionnels. Mais il faut se rappeler une chose, qui dit taux de rentabilité très fort, dit risque élevé. Ou en tout Exactement. cas, niveau d'emmerdement, enfin, si on peut dire ces choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, on fait du saisonnier, on a un très fort taux de rentabilité, mais on a les contraintes en face. Hein, C'est c'est-à-dire, ça. c'est quasiment une activité, hein, très concrètement. Donc oui, je reviens, le bon sens. Même un investissement qui est simplement à l'équilibre, hein, tu as raison, parce que chaque année, on rembourse du crédit immobilier. De toute façon, on le détient sur la durée. Au bout de 20 ans, si on a fait un prêt sur 20 ans, même si on est purement à l'équilibre, il est remboursé et on a la valeur en patrimoine, la valeur du bien. Oui, c'est exactement ça. Après, il faut, comme tu le dis, il faut des fois peut-être ne pas céder aux sirènes Mm, des taux de rentabilité élevés. Et en plus, il y a une grosse différence entre le taux de rentabilité sur le papier et ce qu'on va réellement retrouver sur le terrain sur la durée, parce que il suffit que d'un seul coup, on ait une vacance locative qui soit un peu plus importante, mm, qu'on ait plus de mal à trouver des personnes, que ce soit en location courte durée ou en colocation. Bah, clairement, les 10 ou 15% promis à la base mm. ne sont plus présents. Et dans ces moments-là, ça peut devenir compliqué. Donc voilà, faire preuve d'humilité, de se dire, OK, j'accepte de prendre mon temps, d'y aller par étapes, Mm. de vraiment, comme construire une maison, hein, on va poser les fondations pour vraiment partir sur quelque chose de solide. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller très très haut parce que plus on a des fondations solides, plus on a quelque chose qui va tenir sur la durée, qui va être stable. Donc ça, c'est vraiment la chose que je veux transmettre le plus possible. Ok, super. Super. Est-ce qu'on a des questions peut-être dans le. Déjà, alors si quelqu'un a des questions spécifiques la suite à l'interview, est-ce que on peut te retrouver où sur Instagram? Mais je pense que tu es le plus actif peut-être sur YouTube. Sur YouTube, oui, j'essaie tant bien que mal, parce que des fois c'est dur de sortir une vidéo par semaine. Ok. Il y a eu des périodes où je suis même monté à deux vidéos par semaine. J'ai clairement frisé presque le burn-out. Donc je me suis calmé. Mais D'accord. voilà, sur YouTube, après sur Instagram, Hmm. en plus on peut parler plus par message privé, donc ça c'est aussi intéressant. Donc Hmm. non, pas de souci, hein, s'il y a des questions, on peut me contacter, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vais reprendre un petit peu. Est-ce que vous avez des questions spécifiques pour Anthony? Bon, je pense que honnêtement, c'était très clair. C'était très clair et je pense que ça a permis de balayer vraiment les bases à mettre en place, hein. Et comme on l'a vu, je pense que la diversification, ça reste toujours une stratégie efficace dans le temps. Alors, quelqu'un qui demandait à quel âge est-ce que tu as commencé à investir et avec quel pilier? Alors, ça, tu l'as dit peut-être au début. Du coup, j'ai commencé à, même si c'était pas forcément investir, mais j'ai acheté mon premier appartement en 2010. Donc, moi, je suis né en 84. Donc, j'avais 26 ans à l'époque. Et j'ai commencé en bourse en 2015, donc à 31 ans. Après, j'avais commencé aussi à entreprendre. Je t'ai dit, une entreprise de coaching sportif à domicile. Je vendais aussi des programmes sur Internet. Ça, c'était aux alentours de 2009 que j'ai commencé. Donc, vraiment, à 25 ans, j'avais aussi obtenu mon travail salarié CDI en 2007. Donc, c'est vraiment ces années-là qui ont signifié le début j'allais dire, de ma carrière d'investisseur, mais c'était vraiment le moment où Hmm. je me suis lancé sur tous ces domaines-là pour, euh, pour essayer de faire grossir mon patrimoine. Mais c'est clair que on se dit toujours avec le recul qu'on aurait dû commencer plus tôt, on aurait dû Oui. commencer autrement, mais il vaut toujours mieux faire les choses que ne rien faire. Hmm. Donc, C'est ça. Faut se dire après, il est jamais trop tard c'est ça. et voilà, le faire. En tout cas, le faire dès qu'on peut. C'est vrai que c'est mieux, mais comme de toute façon la bourse, grâce aux intérêts composés, l'immobilier, voilà, c'est surtout dans le temps quand même que l'on gagne de l'argent. Donc, C'est ça. se fermer aux matériaux biosources. Alors, j'ai pas compris. Aux énergies hybrides. Bon, après, là, on a pas mal parlé aussi de l'aspect formation. Et ça, je pense que c'est assez important. Et rien qu'en lisant des livres, en fait, hein, de toute façon, hein, Ouais. très concrètement, on peut apprendre déjà beaucoup de choses des plus grands. Hein. On parlait par exemple de la biographie de Warren Buffett. Enfin, après, voilà, il y en a d'autres. Il y a des livres très intéressants sur la liberté financière. Oui, est-ce que tu as un livre ou est-ce que tu as des livres sur cette thématique qui te paraissent intéressants à recommander? Ouais, j'en ai plusieurs.
Justement, d'ailleurs, si on reprend l'exemple de Warren Buffett, c'est un très très grand lecteur, hein. Il passe plusieurs heures Mm, par jour à lire depuis des décennies. mm, Et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir d'énormes connaissances. Donc après, en termes de livres, il y a le livre de son mentor de l'époque qui s'appelait Benjamin Graham. Donc c'est le mm. livre L'investisseur intelligent. C'est un livre qui est très connu dans le domaine de la bourse. C'est, je trouve que ça se lit assez bien, même s'il y a parfois des passages un peu techniques, mais ça permet de vraiment comprendre la philosophie du coup qui a été aussi appliquée par Warren Buffett par la suite. Et ça permet vraiment de partir avec les bonnes bases dans le domaine de la bourse. Et D'accord. donc ça, c'est un très très bon livre. Après, Donc, je sais l'investisseur intelligent, Benjamin Investisseur, Graham. c'est Mm, ça, exactement. Après, bien évidemment, il y a aussi tous les livres de Robert Kiyosaki, Père riche, mm, Père pauvre, que tout le monde connaît, et le cadran du cash flow, donc pas mal de livres. Même si après, il faut être capable d'avoir un esprit critique sur certaines choses. mm, Voilà, je sais qu'il a tendance à dire que la résidence principale est un passif. Il y a des choses à dire par rapport à ça, mm. mais ça donne quand même des bonnes bases. Après, il y a aussi Anthony Robbins qui a, au début, c'était pas mal de développement personnel, mais là, avec les années, il a commencé à ouvrir un petit peu ses sujets dans les livres. Donc, il y a un livre qui s'appelle, alors le titre, c'est juste L'argent. Donc, c'est une traduction en anglais, ça passe mieux, mais c'est vrai que quand on l'achète en français, tu arrives en librairie, tu dis, je pourrais avoir le livre L'argent. Des fois, ils te L'argent. regardent un peu bizarrement. Mais c'est pareil, c'est un gros pavé. Et c'est très intéressant, il explique très bien les D'accord. fondamentaux à avoir pour obtenir cette fameuse liberté financière. En plus, il donne plusieurs niveaux même de liberté financière en fonction de ce qu'on souhaite obtenir dans la vie. Donc ça, c'est aussi un très très bon livre. Donc voilà, je t'en avais déjà donné pas mal. Après, Ouais. qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre? Après, dans le domaine de l'immobilier, c'est plus des livres techniques, hein, parce qu'après, on va peut-être s'acheter un livre sur la location meublée pour vraiment voir tout ce qui Mm. concerne la fiscalité. Ça, c'est très très important de maîtriser cette fiscalité. Tu es mieux placé que moi pour le savoir, mais ça, c'est vraiment Capital. c'est capital. Ne pas faire l'erreur de partir dans ce domaine-là de Ouais. l'immobilier sans avoir de Mm, connaissances ou sans connaître une comptable ou un comptable de qualité, parce que mm. ça, c'est aussi un excellent atout. Après, il y a, par rapport au livre, j'ai plus trop dans la tête les titres, mais voilà, Gary Vee, bon, là, c'est un peu plus large, mais dans le domaine Copy de la création de marketing. contenu, marketing, tout ça, Mm. c'est très, très intéressant. Il y a énormément de choses à en retirer. Ça donne des fois juste simplement la motivation de passer à l'action, Mm. et ça peut servir dans n'importe quel domaine. Donc, voilà, il y a énormément de livres intéressants. Il y a des auteurs qui sont très connus. On peut relire du Napoléon Hill aussi. Il y a énormément de choses à découvrir parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier, hein. Il y a des fois juste en apprendre sur soi pour vraiment devenir une personne qui est capable de se faire plus confiance, d'avoir plus de capacité à passer à l'action. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très intéressant. Des livres aussi simples que je crois que c'est Comment se faire des amis ou Ah oui, comment euh, se faire des amis. Ouais. Mm. voilà. Ça, c'est un titre. Il y a plein de gens, on leur dit, je te conseille de lire ce livre. Ils vont dire, mais non, mais j'ai pas besoin de lire un livre comme Oui, ça. en fait, le titre c'est un peu. Je trouve que le titre est pas forcément C'est bien, ça, représente pas bien le livre. Je l'ai lu, mais c'est vrai que le titre, au départ, on se dit, mais c'est quoi l'intérêt du c'est livre? Mais en ça. fait, c'est assez intéressant. C'est sur les relations humaines, en fait, hein, concrètement. Exactement. Mm. Et je terminerai par un dernier livre qui s'appelle Réveiller le millionnaire qui est en vous. Alors, j'ai plus les auteurs en tête, mais ça se retrouve assez facilement. C'est un livre qui est fait en deux parties en fait. Sur les pages de gauche, c'est une fiction en fait. C'est l'histoire. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est vraiment une histoire qui est captivante. Et sur les parties droites, ou alors je crois que c'est l'inverse. Bref, partie droite l'histoire et sur la gauche, c'est toutes les techniques utilisées par la protagoniste dans cette histoire pour vraiment s'enrichir. Parce qu'en fait, le deal dans cette histoire, c'est que la femme risque de perdre la garde de ses enfants au profit de son beau-père si elle n'arrive pas à générer, je crois que c'est 1 million de dollars je crois que c'est 3 mois ou un mois, je ne sais plus exactement, mais en gros, le défi, il a un enjeu qui est extrême. Et en fait, on se rend compte de toute la mécanique qu'elle met en place pour créer une équipe de personnes avec laquelle elle va travailler chaque jour pour vraiment voir les idées qui vont ressortir de ça. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que on se rend compte que quand on est mis au pied du mur, quand on se Mm. doit vraiment, de manière obligatoire, de trouver des solutions, on se rend compte à quel point son esprit, on l'utilise de la meilleure façon possible. Parce qu'il y a des moments où on est endormi dans la vie. Mm. Et je vous donne un exemple. Si par exemple vous devez trouver 100 000 euros pour soigner quelqu'un de votre entourage, vous allez trouver des ressources en vous que vous ne soupçonniez même pas.
parce que l'enjeu est de taille et c'est Mm. clairement ce qui va vous permettre d'utiliser ces fameuses ressources. Donc ça, c'est un très très bon livre et ça se lit très bien. C'est vraiment un livre qui est pas trop cher en plus. Donc comme tu le disais, si Réveiller justement, le millionnaire qui est en vous. D'accord, ouais. c'est Ok, ça, exactement. ok, d'accord. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour se former. C'est des livres très 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 intéressants. Et puis après, il y a ta chaîne YouTube. Je vous invite donc à aller voir Oui, la oh, chaîne, par exemple. la chaîne d'Anthony, Liberté financière, c'est ça, hein, elle s'appelle. C'est Anthony, Objectif Liberté Financière, ouais, c'est ça. Anthony, Objectif Liberté financière. Donc, vraiment maintenant, tu commences à avoir pas mal de vidéos sur toutes ces thématiques. Donc, je pense que ça va vous intéresser, en tout cas, si vous vous intéressez à cette thématique. Alors, j'avais une dernière question. C'était quoi? En combien de temps es-tu devenu libre financièrement? Alors après, libre financièrement, aujourd'hui, si on parle chiffres, au niveau de tout ce qui est cash flow positif, je suis aux alentours de 700-800 euros par mois. Donc ça, c'est dans le domaine de l'immobilier. Après, en bourse, si je prends ne serait-ce que les dividendes que je perçois, parce que j'ai certaines actions à dividendes, je suis aux alentours de 250-300 euros par mois. Donc ça fait un peu plus de 1000 euros cumulés. Donc là, clairement, moi, je ne considère pas que je suis encore libre Hmm. financièrement. Je suis en bonne voie. Mais ça fait réellement depuis 2017 que je suis à fond dans l'immobilier, dans le domaine de l'investissement. Depuis un peu plus longtemps en bourse, depuis donc 7 ans maintenant. Mais voilà, on se rend compte que c'est pas encore suffisant. C'est en bonne voie, mais ça demande encore du travail. Mais plus les mois vont avancer, plus c'est quelque chose qui va grossir. Ouais. Et je recommande aussi d'avoir un calcul en tête qui est ce qu'on appelle la valeur nette. C'est vraiment prendre en compte tout ce qu'on possède et de retirer tout ce qu'on a comme dette et vraiment de voir exactement quelle est notre valeur nette. C'est un calcul Hmm. qu'on n'est pas beaucoup à faire et qui pourtant place les choses en perspective parce qu'on se rend compte que on a beau avoir peut-être beaucoup d'appartements ou beaucoup de choses, mais si en face on a énormément de dettes, finalement on n'est pas très très riche à l'instant T. Donc Hmm. pour répondre Oui, à la c'est un question, calcul, en fait, c'est une valeur patrimoniale. On prend tous ouais, ces actifs, on peut faire ça, par exemple, à une sorte de bilan. On prend la valeur de tous ces actifs, enfin l'immobilier, et on réévalue ces biens immobiliers au cours du jour, en fait, au prix de marché, et on enlève voilà, toutes les dettes. c'est ça. Hmm. Donc moi, pour donner mon objectif, alors là, c'est plus par défi personnel, c'est d'atteindre un jour une valeur nette d'1 million d'euros. Donc vraiment Hmm. valeur nette. Donc là, je suis Ouais. aux alentours de 150 000 euros. Donc j'ai dépassé les 10%, mais le chemin est long. Mais je trouve que, après, ça correspond à ma personnalité. Je suis assez persévérant Hmm. et j'aime bien avoir cet esprit de me dire, il faut être capable d'endurer les efforts, parfois peut-être même les sacrifices sur la durée. Mais quand tu vas regarder avec le Hmm. recul, ce que tu as réussi à mettre en place, c'est quelque chose qui va te rendre fier. Et en plus, après, moi maintenant qui ai un enfant de 5 ans, c'est quelque chose qui un jour peut-être lui profitera. C'est aussi des Ouais. connaissances que j'aimerais lui faire acquérir. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des moments, pour vraiment parler du quotidien, peut-être que des fois, on est fatigué, on ne veut pas aller faire une visite, on ne veut pas aller suivre le chantier, on ne veut pas aller lire des articles sur telle ou telle société, mais on se dit, OK, je sais qu'il faut que je fasse l'effort parce que sur la durée, c'est quelque chose qui va clairement porter ses fruits. Ok, ok, super. Merci en tout cas pour ta transparence ta transparence, ta franchise et puis tous les conseils que tu nous as apportés ce soir, parce que là, ça fait une bonne heure et quart Ouais, c'est vrai. qu'on est en live, Ça c'est passe passé vite. super vite. Donc franchement, merci pour toutes ces Merci à thématiques toi. abordées. Donc en tout cas, si vous avez des questions, ben moi je vous invite à contacter Anthony et en tout cas à aller consulter sa chaîne, surtout sa chaîne YouTube, puisque c'est vraiment là où tu produis du contenu. C'est Anthony, ça. Objectif Liberté Financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poster. Je vais republier le live dans les vidéos Instagram. Donc, si vous l'avez pas regardé en intégralité, que vous voulez le revoir plus tard, voilà, il n'y a pas de souci. Merci à tous, en tout cas. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Un grand merci, Anthony. Merci à C'est toi. super. C'est super. Si les réponses étaient aussi intéressantes, c'est que les questions étaient très très bien posées, hein. Donc, merci à toi. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. On a appris plein de trucs. Je me suis noté quelques livres. Ok, plaisir. Donc, nickel. Merci à tous. En tout cas, très bonne soirée. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Merci Célia. Merci. Bonne soirée. Salut. Au Salut. revoir. À bientôt.